Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Et dans cette émission, le scanner, vous le savez, le scanner vous parvient chaque jour du lundi au vendredi quand il est 9h à Conakry, jusqu'à 10h30 au menu de l'actualité de ce mardi 21 novembre 2021. 2023, j'allais dire. Arrêté samedi dernier, puis conduit au PM3, les choses ne s'améliorent pas pour Fodé Moussa Mara, général LCC. Dans un courrier dont nous détenons copie, le ministre de la Justice, Alphonse Charles White, instruit le procureur général près la Cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé pour les faits suivants: trahison, association de malfaiteurs et complicité et détention illicite d'armes et munitions. Le dit document stipule que le nommé Fodé Moussa Mara, alias général El Sisi, est aussi poursuivi pour les mêmes faits. Une nouvelle bataille judiciaire qui s'ouvre entre le pouvoir de Conakry et l'ancien chef d'État déchu le 5 septembre 2021 et en exil depuis plusieurs mois en Turquie. Contrat de 330 milliards de francs guinéens au titre des boursiers de l'État orientés dans les universités privées du pays. Le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, porte plainte contre Alucini Makanera Kake, ex-ministre de la Communication sous le régime d'Alpha Condé pour diffamation. Makanera Kake est d'ailleurs attendu à la barre du tribunal de première instance de Dixine le jeudi 30 novembre 2023. Mais comment en est-on arrivé à cette plainte? Ali Badara Akila nous livre les dessous de ce coude à coude. Accusé dans l'affaire Air Guinée, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo sera entendu par une commission rogatoire internationale. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, la semaine dernière. Bien que le leader politique soit en exil, le garde des Sceaux ne veut pas utiliser ce prétexte. Il rappelle que la justice doit faire son travail même étant hors du pays. Mais pour le camp Cellou, cela est un avantage car, explique son avocat, son client sera entendu en toute sécurité à travers cette commission rogatoire puisque l'audition doit se tenir au Sénégal. Il a par ailleurs tenu à préciser que Cellou Dalein Diallo n'est pas responsable de la vente d'Air Guinée. À quand donc la fin de ce feuilleton judiciaire? Yaya Diallo s'interroge dans ce numéro du scanner. Jour triste pour Ousmane Sow qui perd ses deux jambes dans un accident de train à Koza-Kankarefour. Le jeune est aujourd'hui amputé et alité. Face aux différentes versions sur les circonstances de son accident, Guinab Diallo a glané la véritable version auprès de la victime. Vous suivrez son témoignage dans cette émission Le Scanner. Et dans la dernière partie, nous recevrons notre invité du jour. Nous parlerons politique. La transition est-elle sur la bonne voie? La question mérite tout son pesant d'or vu les récents développements de la situation sociopolitique du pays. La chasse est-elle déjà tirée par le président Mamadi Doumbouya face à l'intransigeance des forces vives? Le CNRD peut-il réussir sa mission? Pour en parler, nous aurons comme invité de ce mardi Dr Fayami Limono. Il est le président du Bloc libéral. Avec lui, nous survolerons l'actualité majeure. Voilà les sujets qui meublent notre menu de ce mardi. Dans un instant, on pose, on propose ou on s'impose. Bienvenue. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique
Vous nous suivez sur l'ensemble synchronisé de nos médias. À la radio, vous nous écoutez via la 89.5 Kavi FM. Vous nous regardez sur notre chaîne de télé Kavi TV. Vous êtes sur le canal 500 du bouquet Star Time. Vous nous suivez également sur nos différents réseaux sociaux. Sur Facebook, vous êtes sur le groupe Kavi Média, une page que je vous exhorte en tout cas à suivre pour avoir tous nos programmes en direct et en replay, et également être sur notre site d'information siaminfo.com. Là également, vous pourrez suivre en direct cette émission, écouter notre chaîne de radio. Autour de moi, avec moi, pour débattre des différentes actualités de ce mardi, Yaya Diallo, l'enquêteur en chef, coordinateur de cette émission. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Djenab Diallo, Miss Scanner. Bonjour. Mon sourire, il n'était pas bon sur l'affiche. Ma chemise, elle avait un problème. Mais c'était pour dire bon début de semaine. Donc, tu ne devais pas être plus radieuse que nous. Je l'ai dit, j'ai dit merci beaucoup. J'ai vraiment aimé. J'aurais aimé quand même avoir la même tête que les autres. Vous étiez plus beau. En plus, 3 ans. Nous sommes. Je suis la seule fille quand même. Laissez-moi prendre la... Ibrahim Traoré, Michel Ouamounou, ils ont déjà compris. Ils vont prendre des dispositions pour que prochainement, ce soit la Miss. Voilà. La Miss qui soit à mes côtés. C'est compris. Ali Badara Akila de la Guinée-Bissau. Je ne sais pas comment on dit bonjour en bissagais, mais je vais te dire bonjour en français. Botardé. Botardé. Voilà, Komakusa. Estás bien? Non, très bien. Voilà, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Pourquoi pas, nous sommes dans Nimbaland. Nimbaland, bienvenue dans notre pays où le branding national est très bien compris par la présidence. Au Palais Mohamed V, je vais chercher du Nimba, je vais mettre sur ma chemise, c'est important. Akila, je reste avec toi et on parle de ce sujet très très brûlant. C'est ce courrier qu'on a reçu hier tard dans la nuit, courrier qui stipule en tout cas une injonction aux fins de poursuite judiciaire contre le président Alpha Condé, l'ancien président de la République, et ce communicant, militant du RPG Arc-en-Ciel, Fodé Moussa Mara, général El Sisi qui a été arrêté depuis samedi au sortir même de ses 16 ans de célébration de leadership du président Cellou Dalein Diallo. Que se passe de ce côté? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas dans ce dossier? Parce qu'on parle de trahison, association de malfaiteurs, complicité, détention illicite d'armes et munitions. C'est quand même des charges énormes. C'est des accusations qui peuvent aller de 5 à 10 ans, s'il faut même à perpétuité. Et il ne faut pas sacrifier la vie de quelqu'un comme ça parce que vous pensez qu'il a trahi je ne sais qui. Et surtout quand on parle de trahison, on va parler forcément de l'attaque à la sûreté de l'État. On va parler d'une insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, d'une insurrection, surtout quand on parle de détention d'armes illégales. C'est quelque chose quand même qui doit attirer l'attention des uns et des autres parce que je me suis beaucoup hier intéressé à cette sortie que je vois de Charles White. Pour moi, ce n'est pas une sortie qui avait d'ailleurs besoin d'une nécessité parce que Charles White ne peut pas dire qu'ils ont attiré son attention comme quoi ces deux personnes mijotaient quelque chose, je ne sais de qui ou contre qui, parce que quand on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, de détention d'armes illégales ou de regrouper un certain nombre de jeunes pour s'attaquer au pouvoir. Et ça, souvent, ça arrive, c'est quand le pouvoir il est constitutionnel. On nous signale que tout est parti de cette manifestation de jeunes du côté de la Sigmadina. Le pouvoir en place, j'insiste, je persiste, a réuni un certain nombre de cadres et d'autorités de la localité pour démentir cette information, dire que ces jeunes ne venaient pas du quartier Sigmadina. Cela n'a pas suffi. Il fallait aussi poursuivre ce communicant, El Sisi, que nous connaissons quand même. Oui, vous savez, El Sisi, il a toujours dit, parce que je me rappelle lors d'une de ses premières dépositions, je crois, à la DPJ, il avait juste été accusé parce qu'il a assisté à une cérémonie
s'il faut, les 16 ans de Cellou Dalein Gallo, où d'ailleurs il a soutenu bec aux ongles qu'il est bien dans sa posture de soutenir Cellou Dalein au nom de son président, son ancien président de la République, Alpha Condé. Lui, son président du RPG, Arc-en-Ciel, tout est parti de là. Mais il faut quand même rappeler au ministre Charles White que des violations sont flagrantes dans la procédure. Parce que la personne qui a été interpellée n'a pas eu droit à ses avocats dès le début. Maintenant, si vous accusez cette personne à tort ou à raison, je ne sais de quoi, et surtout El-Sisi, de par sa forme, vous comprendrez avec moi que c'est quelqu'un qui ne peut même pas détenir une arme. Et Alpha Condé... Oui. Et surtout, je soutiens la thèse, parce que si vous regardez le visage même de la personne, vous comprendrez bien sûr avec moi. Et Alpha Condé, qui est d'ailleurs loin de ce pays, comment est-ce qu'Alpha Condé peut entretenir de telles relations? Certes, c'est un homme qui a une certaine politique aussi avancée. On connaît le passé de l'homme, mais là, même s'il y avait lieu de s'attaquer au pouvoir, ce n'était pas une bonne manière. Pourquoi je vais rappeler directement au ministre Charles que l'article 52 du Code de procédure pénale en République de Guinée parle de la complicité ou la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou un délit dont un autre est l'auteur principal. Et l'article 52 aussi résulte le même problème qui dit est réputé co-auteur, l'individu qui coopère à la réalisation matérielle de l'infraction agit en même temps que l'auteur principal, donne bien sûr à celui ou en reçoit une assistance réciproque. Maintenant, je veux poser vraiment la question à Charles White. Est-ce que c'est El-Sisi le le co-ami ou complice d'Alpha Condé, ou est-ce que c'est Alpha Condé qui est le complice, qui est le principal accusé, le principal accusé? Et surtout, on dit que selon l'article 53, que les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux, seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, promesse abus d'autorité, eux de pouvoir à provoquer cette action ou donner des instructions pour la commettre. Maintenant, est-ce que El-Sisi s'est attaqué à la personne physique du président de la transition? Est-ce que El-Sisi, selon ce que le ministre Charles White a dit, a trouvé des preuves tangibles comme quoi El-Sisi serait derrière ces attaques? Parce que surtout, quand on parle d'une attaque ou de détention d'armes illégales ou d'association de malfaiteurs, ou de trahison, c'est des accusations qui sont graves. Et c'est des accusations qui peuvent détruire la vie d'un être humain. Surtout, jeune qu'il soit, El-Sisi pourrait faire face à des peines aussi méchantes, il faut le dire, et des peines très lourdes. Et c'est pourquoi je vais directement bondir sur l'article 70. Si ça savait que le monsieur, il est derrière ce qui se passe, on dit que l'article 70 sera coupable de trahison et puni de mort. Voilà, ça c'est le code de procédure pénale guinéenne. Je ne sais pas maintenant s'ils l'ont changé. Et plus loin dans l'article 70, on dit tout Guinéen, tout militaire ou marin au service de la République de Guinée qui portera les armes contre... La peine de mort est quand même abolie. Voilà, est abolie, donc on met ça de côté, portera les armes contre la République de Guinée, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère en vue d'engager à entreprendre des hostilités contre la République de Guinée où lui en fournira les moyens, soit en facilitant de la pénétration de la République. Maintenant, on veut savoir, est-ce que le régime qui est là est un régime constitutionnel pour que ces gens-là prennent des armes pour s'attaquer, ou est-ce que derrière il y a une politique de déstabilisation de ce jeune? Bien. C'est la question. Maintenant, pour finir, parce que le droit de cet homme a été violé et ils ne l'ont jamais dit. Ouais. Et l'article préliminaire rappelle que énonce les caractères de la procédure pénale, les conditions de la poursuite, la responsabilité des autorités chargées de l'action publique ont l'obligation, surtout les autorités judiciaires, de respecter les garanties procédurales suivantes, le principe de la présomption d'innocence. Oui. Et aussi,
le droit à un procès équitable, le droit d'être informé de ses droits, le droit surtout d'être, surtout toute personne jugée dans un délai raisonnable et de voir sa condamnation examinée par une juridiction. Mais pour le moment, on n'en est pas arrivé là, puisque le procès n'est d'abord... Exactement, mais... C'est des injonctions. Des injonctions. Mais à courir la sortie du ministre de la Justice, on a l'impression que lui-même est en train de chercher des accusés. Et maintenant, si ces personnes sont accusées sans qu'il n'y ait pas de jugement légal, c'est que de l'autre côté, le ministre même est en train de passer à côté pour ne pas dire qu'il est hors la loi. C'est pourquoi il faut veiller. Non, c'est on dit. C'est pas hors la loi. Non, ça dépend. Il n'est pas peut-être... il est passé à côté. Voilà, ça dépend. Hors la loi, ça se dit pour les bandits, voilà, ça dépend. Donc, on est en train de suivre de près ce dossier. Il ne faut pas sacrifier la vie d'un tel jeune qui, d'ailleurs, n'est témoin absolument de rien. Djenab Diallo. Un nouveau dossier. On sait que ce week-end, il y a eu une autre révélation... selon laquelle la Guinée, il y avait une menace terroriste. Et aujourd'hui, on en parlait hier même dans cette émission. Oui, dans cette émission. Et aujourd'hui, c'est un autre sujet aussi accablant qu'on nous révèle. Quand même, dire qu'il y a des présumées détentions d'armes et trahisons en la personne du président Alpha Condé, de l'ex-président Alpha Condé et d'un militant du RPG, donc qui sont poursuivis par la justice. Je pense qu'aujourd'hui, ça nous ramène à dire que le pouvoir est vraiment inquiet, qu'il y a de la peur au sein du CNRD, parce que on a vu la sortie quand même de ces militants-là du côté de la SIG Madina, pour lesquels quand même on avait dit que ce n'étaient pas des vrais militants. Mais aujourd'hui, vous l'avez vous-même dit que tout serait parti de la sortie de ces militants-là, de cette marche qui réclamait le retour d'Alpha Condé. Oui, parce que j'ai suivi un élément, permets-moi, j'ai suivi un élément sur la RTG, je pense que c'était le week-end. J'ai vu quand même des vieilles personnes, des jeunes réunis autour, je ne sais, d'un engin ou d'une chaîne musicale, en train de dire du n'importe quoi, parce que moi, je ne voyais pas de sens à cet élément. Pourquoi même diffuser cet élément? La RTG, je comprends, c'est une télévision nationale, mais diffuser un élément où des personnes viennent dire, bon, les manifestations qui se sont tenues, nous ne sommes aucunement liés à cela, nous, on veut la quiétude sociale, la paix, mais les enfants, là, n'ont rien cassé. C'était une manifestation quand même pacifique. Quand même pacifique. Très pacifique, honnêtement. Au cours de laquelle, comme je l'avais mentionné ici, il y a eu quand même certains points qui sont vraiment intéressants de leur réclamation. Par exemple, c'est par rapport à la cherté de la vie. Tout le monde est unanime que le Guinéen tire le diable par la queue. Donc, le panier de la ménagère souffre énormément. Je pense, je l'avais dit ici, je dis, le gouvernement doit prendre au sérieux ces revendications-là. Ok, de l'autre côté, on peut croire à une manipulation politique, mais aujourd'hui, la justice elle-même, elle est manipulée. Ça dénote une fois de plus que la justice guinéenne est inféodée. Comment pouvez-vous comprendre du jour au lendemain, comme ça, qu'on se réveille pour nous dire que Alpha Condé a quelqu'un à l'intérieur du pays, un militant du parti, qui est en train petit à petit de l'aider à avoir des munitions pour en faire quoi? Attaquer la Guinée pour faire quoi? Je me demande vraiment, est-ce qu'aujourd'hui la justice a toutes les preuves nécessaires pour faire de telles accusations? Et qu'il n'oublie pas qu'on est dans une psychose. Après le 4, ce qui s'est passé à la maison centrale, qu'on nous dise que la Guinée, qu'on est dans une phase de menace terroriste, et après qu'on nous dise que Alpha est en train quand même de préparer quelque chose contre la Guinée. Qu'on fasse très attention, parce que je l'ai souvent dit, je dis que si un pays doit se développer dans tous les domaines de la vie d'une nation, si la justice se développe, tous les autres domaines pourront se développer. Aujourd'hui, la justice guinéenne, elle est inféodée. Moi, Charles White me déçoit. Il me déçoit. Oui, il y a des dossiers pour lesquels... Tu montes sur tes grands chevaux ce matin? Non, sérieux, Charles, il me déçoit. Tu montes sur tes grands chevaux ce matin, quoi. Non, je vous le dis. Je dis, il y a des dossiers ici auxquels
on devait entendre le ministre Charles White, pour lesquels on ne lui a jamais entendu. Et aujourd'hui, il se lève pour un sujet dont il n'a même pas encore les preuves, parce que moi, je le dis comme ça. Il s'attaque à des militants influents du parti parce qu'ils savent qui est Alpha Condé. Et qui est ce politicien-là, de quoi il est capable? Je ne dirais pas qu'il est capable d'attaquer la Guinée. Parce que 40 ans de lutte quand même pour accéder à un pouvoir, je dirais que c'est parce que il a subi beaucoup de choses. Alpha a subi beaucoup de choses. Il n'était pas riche, mais il s'est battu. Il a refusé beaucoup de choses en termes qui pouvaient lui changer les idées à un moment d'abandonner ou à être avec le pouvoir, par exemple, de Conté, mais il a refusé parce que pour moi, c'était un vrai politique et il voulait accéder au pouvoir. Il est venu, certes, il n'a pas pu donner ce qu'il a voulu donner aux Guinéens quand il était politique, tout ce qu'il citait, mais à un moment donné, il a été quand même président de la République. Mais Alpha Condé, ce n'est pas la première fois qu'il soit dans cette posture, hein, sous Lansana Conté. On l'avait aussi accusé. Je pense qu'on doit un peu revoir cette façon de faire parce qu'on a peur. Et puis, il ne faudrait pas qu'on détourne un peu l'esprit du Guinéen sur les vrais sujets. Nous attendons 2024, fin 2024, pour que le CNRD quitte le pouvoir. Le président Mamadi Doumbouya doit vite organiser ses élections et aller se reposer. C'est très important pour sa quiétude et sa santé. Yaya Diallo, par rapport à cette actualité, cette accusation, pour le moment, je place cela dans ce carcan, accusation à l'encontre du président Alpha Condé et d'un de ses militants, général El Sisi, que nous connaissons déjà. Oui, écoutez, moi je tombe de nu. Alpha Condé est évincé du pouvoir le 5 septembre 2021. Si c'est maintenant qu'on se rend compte que Alpha Condé a trahi la nation, il faut très bien relativiser avec les circonstances du moment. Donc c'est important, c'est extrêmement important. Je ne parle pas de la diversion, mais tout semble indiquer que ça relève de cela dans ces communiqués du ministre de la Justice. Alpha Condé poursuivi pour trahison, détention illicite d'armes et complicité avec un de ses militants qui, LCC, c'est des militants simples et puis un communicant. Point barre. Il n'a aucun poste de responsabilité au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Il ne pèse absolument rien. Et je vous l'avais dit ici. Non, il pèse quand même. Non. Quand j'ai dit qu'il ne pèse absolument rien, c'est... Peut-être sur l'échiquier politique. C'est pas quelqu'un qui peut être nuisible à tel point au niveau de cette transition. J'estime encore une fois, lui, j'aurais dû comprendre un ancien ministre en complicité avec le président, un ancien député ou un ancien directeur quelque part. Mais un simple militant, fit-il communiquant aux proches du président Alpha Condé? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Alpha, depuis qu'il est en exil aujourd'hui, il ne communique plus avec ses anciens proches collaborateurs, mais plutôt avec les communicants. Ouais, c'est jeune. Il y a notamment Lamine Ouaraba Sako, il y a Général El Sisi et tant d'autres que je n'aimerais pas citer, pour ne pas les mettre dans les viseurs du CNRD. Donc c'est sa nouvelle stratégie. Il n'a pas besoin d'échanger avec certains qu'il considère l'avoir trahi, mais il échange tout de même. Non, moi je ne vais pas attirer l'attention. Mais il échange tout de même avec ces gens-là. Ils ont toute une liste de ces gens-là. Oui, peut-être c'est eux. Moi, à l'antenne, je parle que des deux. Lamine Ouaraba qui a été récemment arrêté. C'est vrai, pour ne pas les sacrifier comme ils ont sacrifié Guido Fulbert aujourd'hui qui est en train de couper en prison. Yaya Diallo, c'est ton temps d'antenne. Donc je suis de ceux qui pensent que ça peut avoir un lien avec ce qui se trame aujourd'hui au niveau de la transition. Est-ce en lien avec le 4 novembre? Parce que je suis un de ceux qui pensent que si c'est pour une trahison, on aurait dû engager des procédures judiciaires contre Alpha Condé il y a de cela longtemps, parce que ce qu'il a fait, le troisième mandat, ça relève de la trahison, puisque nulle part les lois de la République ne lui permettaient. Donc, maintenant, engager une telle poursuite contre Alpha Condé, d'ailleurs, ce n'est pas sa première fois, vous l'avez rappelé ici, j'estime encore une fois que c'est du non, ça n'a pas de sens. Et à mon avis, ça relève de la diversion. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous l'avais dit ici, la manifestation au niveau de la Sigmadina, il y avait des gens qui pourraient être derrière cette manifestation. Eh bien, on nous révèle que c'est bien LCC qui a financé chez GNZ pour manifester. Est-ce que manifester est un crime dans notre pays? La réponse est naturellement non. Alors,
si c'est maintenant que le CNRD se rend compte qu'Alpha constitue une menace au point que il a ce qu'on appelle, il détient des armes par la complicité de certains qui vivent sur le territoire guinéen et que éventuellement il pourrait être nuisible à la transition parce que ce qu'on a dit à la fin, c'est-à-dire que c'est pour empêcher, disons, la bonne tenue de cette transition-là. C'est le but de la détention de tout ce qu'on a, de toute la litanie de ces charges qu'on a essayé d'énumérer dans le cadre de dans ce communiqué-là. Donc, je suis de ceux qui pensent que, puisque c'est des présumés, disons, auteurs de ces actes-là, on verra très bien. Mais encore une fois, je ne veux pas que la presse que nous sommes, que nous tombions dans ce piège-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, Charles est en train de chercher encore une fois de divertir les gens et de désorienter le débat. Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé est-ce qu'il n'est pas en train de redorer son blason? Le 4 novembre, ça relève exclusivement de sa responsabilité. Donc, vouloir non, pas exclusivement, attention. Vouloir non, principalement c'est lui qu'il s'agit. Voilà, c'est de là qu'il s'agit. Principalement, c'est lui le principal responsable de ces actes-là. Vouloir interpeller aujourd'hui Alpha Condé, on aurait dû le faire il y a longtemps, encore une fois. Maintenant, si ce maintenant-là, j'estime encore une fois que ça n'a pas de sens. Bien, ça n'a pas de sens, comme l'a rappelé Yaya Diallo. De ce côté, on attend ces poursuites. Hein. Est-ce que le procureur général, après le tribunal, après la cour d'appel de Conakry, va en tout cas obéir aux ordres de son ministre? Attendons de voir. Mais avant de voir la fin de ce feuilleton judiciaire qui risque de prendre encore plusieurs mois, le CNRD doit prendre garde et faire très très attention aux différentes actions qu'il pose en République de Guinée. Un contrat de 330 milliards avec Ali Badar Akila, de francs guinéens au titre des boursiers de l'État orientés dans les universités privées. Hier, vous avez pris langue avec Aluseni Makane Rakake qui est face à une plainte du président du PADES, Dr Ousmane Kaba. Ousmane Kaba qui accuse Makane Rakake de diffamation. Diffamation suite à une de ses sorties chez nos concurrents, Joma Media. Oui, c'est une plainte portée par Dr Ousmane Kaba, déposée par ses avocats. Et hier, j'ai été assis, j'ai suivi de près cette actualité où Dr Ousmane Kaba a reproché à Makanera de l'avoir diffamé dans une émission en juillet sur nos confrères de Joma. On réfère le monde pour une somme signée de contrat de 330 milliards de francs guinéens au titre de boursiers que l'État orientait dans les universités privées, donc Kofi Annan de Guinée. Et surtout, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui parce que même le régime d'Alpha Condé... Ça a fait couler assez d'encre et de salive. Exactement. Et surtout qu'il y a assez de non-dits dans ce dossier. Sauf que Makanera, que j'ai eu au moins au téléphone, m'a fait comprendre qu'il n'a jamais critiqué ou accusé Dr Ousmane Kaba dans cette histoire. Et moi-même, j'ai eu le temps d'aller suivre de près la vidéo sur la page de nos confrères de Joma Media le 17 juillet 2023, où Makanera a juste rappelé que Dr Ousmane Kaba ne peut pas accuser les anciens dignitaires de voleurs alors qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas eu de jugement pour que ces personnes-là aujourd'hui soient inculpées de telle sorte qu'elles soient dans ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc plus loin, Makanera a aussi dit, je cite, « Je ne peux pas dire qu'il est voleur ». Vous comprenez? Dans l'émission. Dans l'émission. Non, en entretien, en off. En off, ok. Mis à part l'émission, après, il a rappelé, mais un intellectuel de son rang ne peut pas parler comme ça d'une manière définitive. Je ferme la parenthèse. Plus loin, Makanera dit qu'il ne pense pas que Kaba soit intelligent. Parce que le fait de porter plainte contre lui alors qu'il ne l'a pas accusé directement dans le dossier ou chez nos confrères relève de l'inintelligibilité de Dr Ousmane Kaba. Donc pour lui, il dit qu'il n'a pas peur. Qu'il n'a pas peur qu'ils vont aller... Il n'a pas peur, mais il n'a pas voulu prendre aussi la parole. Exactement. Il dit, et voilà, pour lui, sa stratégie est comme Dr Ousmane Kaba est son adversaire, qu'il préfère pour le moment garder le silence. Mais le jour où il va se faire entendre, par après, les médias seront maintenant devant lui pour qu'il s'explique. Mais pour le moment, il dit qu'il ne va pas parler
de cette affaire. Mais plus loin, moi, j'ai eu quand même à entretenir d'autres personnes que je ne vais pas citer, je vais taire leur nom. Peut-être proches de ce dossier. Voilà, les proches de ce dossier, qui rappellent bien évidemment que même si Makanera n'a pas accusé Ousmane Kaba, mais quand même Ousmane Kaba, beaucoup l'accusent. Et ils m'ont même dit d'approcher le ministère de l'enseignement supérieur pour entrer en profondeur dans ce dossier. Je connais bien ce dossier. À un certain moment, Alpha Condé avait utilisé ce dossier pour éviter d'orienter maintenant les étudiants dans les universités privées. Les gens, ils ont pensé que c'était des questions politiques parce que Kofi Annan était détenu. C'est une propriété d'Ousmane Kaba. Ousmane Kaba n'a pas voulu, à l'époque, accompagner Alpha Condé. C'est la thèse qui a été utilisée par beaucoup d'hommes politiques, de beaucoup d'observateurs. Mais au-delà, en dessous, il y avait ces nombres pléthoriques qui étaient présentés dans les dossiers, des fictifs qui n'ont jamais existé. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, la CRIEF ne s'est jamais intéressée à ce dossier. On parle de 330 milliards là. Oui, on parle de 330 milliards. Vous savez, une fois, j'ai alerté comme quoi ici, dans ce pays, qu'Ousmane Kaba avait été empêché même de voyager une fois en Guinée à l'aéroport. J'ai reçu de ça, de part d'autres personnes, des injures aussi inhumaines venant de son parti politique, mais je suis gardé... Non, toi, sur les réseaux sociaux, tu as un anti-balle. Je ne sais pas comment tu arrives à survivre. Hein. Je suis gardé le cap, et ce qui a d'ailleurs prévalu souvent au regret final de certains invités venus du PADES parce qu'ils disent que non, leur président ne peut pas être accusé de la sorte, et sauf que Ousmane Kaba lui-même refuse d'en parler. Et plus loin, quand vous tirez la langue de Mamadou Sylla, quand il vous parle de l'homme, vous tombez des nues. Oui. Vous tombez carrément. Vous tombez carrément des nues. Et surtout avec ces étudiants fictifs, ça jouait beaucoup sur l'État et ça existait. Ça existait bel et bien. Nous n'accusons pas Dr Ousmane Kaba, mais il doit avoir le courage aussi de s'atteler, de répondre à des questions de journalistes. Mais si lui-même, il se bunkérise, il devient avare vis-à-vis des médias, c'est que de l'autre côté, on aime souvent le dire, qui se sent morveux, se mouche. Donc, le docteur doit accepter. Mais Makanera, quand même, il dit et insiste là-dessus qu'il n'a pas accusé Dr Ousmane Kaba, et je ne suis pas en train de lui donner raison. Moi-même, j'ai visualisé la vidéo du 17 juillet 2023. Makanera n'a jamais accusé le docteur comme quoi il aurait pris les 330 milliards de francs guinéens. Ouais. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour le docteur de poursuivre Makanera, mais quand même, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. Il dit qu'il va aller répondre. Nous sommes dans un état de droit. Rendez-vous jeudi au tribunal de première instance de Dixine. Hein. La rédaction politique va s'acheminer, pourquoi pas, pour aller entendre Makanera de ce côté, puisqu'il a dit dans l'entretien qu'il t'a accordé, même s'il n'a pas voulu qu'on fasse de cela quelque chose d'officiel. Et en off, il l'a déjà dit, tu nous l'as annoncé. Oui, Djenab Diallo, pardon. On parle de ce sujet très très important pour moi, puisque quand on parle de détournement dans ce pays, on a quand même la CRIEF, mais la CRIEF est en train de dormir au somnolé là. Je crois que Dr Kaba est en train un peu de pousser la CRIEF aujourd'hui à s'intéresser à ce dossier, parce que c'était un dossier carrément dormant qu'on a oublié à un moment, mais un dossier qui est très important, comme vous l'avez dit. Et puis, on a entendu Akila tout de suite dire que c'est depuis juillet, novembre, ça fait quand même quelque chose de 4 mois. Et c'est seulement maintenant que Dr Ousmane Kaba lève le ton pour dire qu'il est accusé par Al-Hussein Makanera Kake. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui soulève cette question au sein du parti ou de Dr Ousmane Kaba, qui se sent, comment je vais dire cela, qui se sent touché, qui dit qu'il a été peut-être diffamé par Al-Hussein Makanera Kake. Qu'est-ce qui se passe? La question qu'on se pose, est-ce qu'il ne pouvait pas sortir au lendemain même de cette sortie médiatique pour... Pourquoi il a attendu tout ce temps? Il était en train d'analyser. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé après tout ça? Et qu'il est un homme politique, je pense que s'il sait qu'il n'a
rien dans ces 330 milliards de francs guinéens, il peut sortir, prendre la parole et puis laver son honneur. C'est aussi simple que ça. Mais Très attendre simple. 4 mois après et sortir pour dire que j'ai été diffamé par Alucene Makanera Kake et tout, je pense que, comme il l'a dit, je suis un peu d'accord avec Alucene Makanera Kake qui dit que peut-être c'est pas très intelligent de sortir maintenant et que peut-être qu'il est entouré par des personnes qui sont en train de lui pousser vers ce dossier-là parce que c'est pas aujourd'hui quand même cette sortie médiatique, ça fait 4 mois. 4 mois, pourquoi maintenant? Moi, c'est la question que je me pose. Et aujourd'hui, le fait de sortir, ça peut vraiment ramener le débat sur la table et que la CRIEF s'y intéresse. Non, ça ne va pas ramener parce que le procureur avait déjà dit qu'il n'avait pas le dossier nécessaire pour poursuivre quand même Dr Ousmane Kaba. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de voyager. Ça lui a finalement permis de voyager, même si de l'autre côté la technique me tape la tête. Oui, mais beaucoup de gens déjà connaissent ce dossier et c'est une affaire politique. S'ils partent en guerre de politique, chacun peut fouiner pour retrouver quelque chose. Docteur Makanera Kake peut fouiner, il peut continuer. Parce que s'il se sent menacé, il va se munir de toutes les armes. Il va exhiber les preuves. Et les preuves existent bel et bien. Est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? Ça, on ne sait pas encore. Mais c'est à la justice de nous le dire. Oui, donc évidemment. la justice peut se ressaisir encore du dossier. Bien. Là, c'est même un simple citoyen, peut se pourvoir de ce côté pour saisir ce dossier. Allez, Yaya Diallo, pour terminer, parlant de ce dossier brûlant, tu le rappelais, plus de 330 milliards, c'est quand même une somme énorme, une somme qui pourrait servir à beaucoup de choses au développement du pays, puisque nous sommes dans un média de développement. Oui, vous savez, il y avait une commission que le professeur Fakonde avait mise en place ici, qui a été conduit par Dr Bano à l'époque, avant qu'il ne soit ministre de l'enseignement. Je crois que c'est suite à cela qu'on avait révélé que l'État perdait plus de 100 milliards par an dans le cadre de ses orientations dans les universités privées. Et depuis ça, je crois que des mesures ont été prises pour pouvoir complètement minimiser les orientations, pour ne pas complètement cesser d'orienter les universités, les étudiants dans les universités privées. Parce que suite à cela, beaucoup des universités privées ont complètement disparu. Quelques-unes tiennent jusqu'à maintenant là. Alors, si Makanera l'avait dit, parce que ce jour-là, je l'avais écouté très bien, c'est une supposition. Il pense que Dr Kaba est très mal placé pour traiter quelqu'un du gouvernement d'Alpha Condé de voleur. Il a soulevé la question, qu'en est-il de ces 330 milliards Il a juste posé la question. Effectivement. Et ensuite, je crois que les journalistes ont insisté là-dessus. Vous voulez dire qu'il a détourné? Il dit qu'il ne le dit pas, mais il doit nous dire où sont partis ces 330 milliards. Alors, ça pose tout le débat. Est-ce une diffamation ou pas? Je crois que là, puisque l'affaire est déjà portée devant les juridictions, c'est à part de là qu'on verra très bien que si cela est-elle une diffamation ou pas. Mais toujours est-il qu'encore une fois, c'est une véritable magouille qui existait dans les universités privées. Est-ce qu'il est dedans ou pas? Parce que dans les échanges peut-être qu'il a oublié, et dans ces échanges avec Makanera a voulu dire justement peut-être il a besoin qu'on bouffe son argent. C'est pourquoi il a soulevé cela. Évidemment, évidemment, je me rappelle. Peut-être c'est à cause de là. Est-ce que Dr Kaba peut-être a eu toutes les garanties possibles? Parce que c'est ça aussi le problème dans notre pays. Et parce que, à mon avis, il aurait dit quand même, aurait pu se taire dans ce sens-là, parce que connaissant très bien comment les universités privées fonctionnaient dans notre pays ici, on ne cite aucune université, mais toutes les universités presque privées étaient, disons, dans cette magouille-là. Alors, si Makanera considère à son tour que cela ne relève pas de la diffamation, éventuellement, s'il y a de preuves accablantes concernant cette affaire, je crois que le moment est venu pour exhiber ces preuves-là. Et je crois que Dr Kaba risque ce qu'on appelle d'avoir le retour de la manivelle. Et ça serait très grave. Il faut faire très attention. On va rester toujours dans le volet justice, Yaya Diallo, pour se pencher sur cette autre affaire ou cet autre dossier. C'est le dossier Air Guinée.
Guinée, ça sent très mauvais de ce côté. Très, très mauvais. Ben, moi, je vais pas m'étaler là-dessus plus longtemps parce que j'estime encore une fois que le dossier Air Guinée est devenu une véritable arme de distraction, pour ne pas dire d'élimination du CNRD contre Cellou Dalein Diallo. On l'a écouté ici. J'ai eu la chance à un certain niveau d'avoir vu presque tous les papiers de son domicile jusqu'au niveau d'Air Guinée, venant de lui-même, parce qu'il a gardé soigneusement ces documents-là. Et au-delà de tout ça, là, des analyses, parce que j'ai quand même, c'est cela aussi le journalisme. On a écouté Mamadou Sylla, qui est un acteur important de cette affaire. On a écouté Cellou Dalein Diallo. Je crois que les papiers existent. À partir de là, je crois que, à mon avis, ces débats ne devraient pas exister. Cellou Dalein, ministre du Transport à l'époque, qui avait reçu des instructions venant de la part du général Conté d'apposer sa signature pour vendre Air Guinée, ce qui fut fait, qu'il a acheté. C'est Mamadou Sylla, il l'a reconnu très bien. À partir de là, je crois que soit l'État cherche celui qui l'a vendu, et c'est l'État qui l'a vendu, soit l'État cherche celui qui l'a acheté. L'acheteur est là, c'est Mamadou Sylla, il a dit, et tout le monde. Est-ce que l'argent des 5 millions de dollars dont on parlait là tombait dans les poches de Cellou Dalein? La réponse est non. C'est l'État qui a reçu ces 5 millions de dollars. À mon avis, jusque-là, c'est un débat vide de sens. Et puisque déjà, bon, c'est un homme politique et on sait très bien en Afrique ici, à un certain niveau, quand on veut abattre les gens, on utilise un certain nombre de dossiers. Alors, à un certain niveau, on avait soulevé le débat ici, on a entendu les uns les autres. Au niveau de la CRIEF, il y avait ce qu'on appelle une information judiciaire qui a été ouverte. Le juge d'instruction avait commencé un certain nombre de choses. Jusqu'à maintenant, là, on n'a aucune information sur ces dossiers-là. Eh bien, à chaque fois que l'occasion se présente, c'est devenu un véritable éventail. On est bien carrément là-dessus. Effectivement, par les autorités, on soulève le débat. Et cette fois-ci, puisque Cellou Dalein n'est plus dans ce pays-là, le ministre de la Justice nous parle de la mise en place d'une commission rogatoire internationale. Vous savez, à part de là, dans le cadre du droit public international, on peut, à part de là, si l'État guinéen a besoin d'entendre un de ses citoyens qui ne vit plus ou qui n'est plus sur le territoire guinéen, qui est peut-être en France ou en Belgique, à partir de là, l'État belge ou l'État français peut constituer ce qu'on appelle un juge d'instruction qui peut aller librement entendre, disons, ce Guinéen-là qui est cité dans une affaire. Je crois que c'est le cas pour M. Cellou Dalein Diallo. Pour l'instant, on ne sait pas si cette commission rogatoire existe ou si c'est des simples déclarations d'un ministre. Parce que à entendre son avocat, il a dit clairement qu'il a entendu comme nous autres donc de la presse. Est-ce que c'est lui informé de la mise en place de cette commission rogatoire? La question reste posée. Le ministre de la Justice guinéen nous a dit qu'il a reçu l'appel de son homologue sénégalais. Alors, où en est-on avec ça? Est-ce que, parce que si l'État sénégalais n'arrive pas, disons, à coopérer avec l'État guinéen, je vois très mal comment ces dossiers-là vont progresser. Mais en ce qui concerne le cas Cellou, à mon avis, il y a des gens qui s'interrogent autour de cette question et qui disent pourquoi ne pas venir laver son honneur. Moi, je pense que ce débat n'existe pas. Aujourd'hui, ce débat n'existe pas. Dès l'instant que le vendeur et l'acheteur est connu et on sait où l'argent est parti, à mon avis, c'est un débat vide de sens et que, à mon avis, Cellou Dalein Diallo, à mon avis, ne devrait même pas s'y intéresser à ces dossiers-là, à mon avis. Bien. Maintenant, politiquement, puisque c'est quelqu'un qui est devenu aujourd'hui très encombrant et que c'est un candidat, supposé candidat, on ne sait pas d'abord qu'est-ce qui va se passer aux futures élections et c'est quelqu'un qui est potentiellement proche du pouvoir. On fait flèche de tout bois pour l'abattre et mettre ce qu'on appelle Air Guinée en avant pour essayer encore une fois de l'abattre. Akila Ali Badara, en quelques mots. Prendre sa responsabilité. En quelques mots, vous savez, c'est bien que la CRIEF lève le doigt pour aussi parler de cette histoire de la CRIEF. Moi, je dis que c'est... Cette histoire d'affaires, voilà, ce dossier Air Guinée, pardon, c'est bien que Cellou, même si il ne l'a pas appris ou bien qu'il l'a appris à travers les médias, qu'il accepte de recevoir cette commission. Ça va aussi grandir l'homme davantage et ça prouvera que c'est un homme qui est prêt à soigner ou s'il faut laver complètement son image dans cette affaire.
parce que je me rappelle un peu de la politique russe quand Poutine était face à son opposant très très farouche qui était Boris Nemtsov, finalement qui a été complètement détruit, pour ne pas parler de l'abattage politique et pour ne pas vivre la même histoire en Guinée. Je crois que Cellou Dalein Diallo doit accepter cette fois-ci, ne serait-ce qu'une fois, de coopérer. Bien. Comme c'est la commission qui vient à la rencontre d'un homme, d'un opposant, un citoyen guinéen, pour ne pas parler du président de l'UFDG, qu'il accepte de s'expliquer, parce que Mamadou Sylla l'avait fait, et maintenant, si ils ont jugé nécessaire de venir rencontrer l'homme en personne, je crois que Cellou Dalein Diallo doit être coopératif, doit s'expliquer pour qu'une fois de plus, le peuple de Guinée ou l'opinion sache que Cellou n'a absolument rien à voir dans ce dossier. Bien. Et si toutefois la justice n'a pas une autre intention, je crois bien que si Cellou s'explique et qu'on accepte aussi de lire entre les lignes les explications de Mamadou Sylla, les comparer, on saura qui a fait quoi dans ce dossier, parce que les personnes qui étaient derrière cela, aussi d'autres vivent. On peut aller au-delà même de ces enquêtes. En tout cas, c'est bien que Cellou accepte de coopérer. Bien. Djenab Diallo. Parce que là, il faut en parler. Je crois que Cellou a plusieurs fois pris la parole pour parler de ce dossier. Toutes les fois que, en tout cas... mais si la justice n'est pas satisfaite, il doit encore prendre la parole. Justement, c'est important. Mais c'est si la justice aujourd'hui, cette justice n'est pas une justice à deux balles, c'est si la justice n'est pas inféodée, ça pourrait peut-être permettre à Cellou Dalein Diallo de rentrer et de défendre son honneur, comme l'a dit Akila. Mais aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo a peur. Vous le savez comme moi, c'est d'ailleurs pourquoi raison pour laquelle il a quitté le pays. Je crois que quand vous liez un peu les faits, je le disais tout à l'heure, par rapport au cas Alpha et tout, je crois que c'est la même chose avec aujourd'hui l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Je crois qu'on est en train de lier un peu l'événement, si vous me le permettez, l'événement de l'anniversaire des 16 ans à la tête de l'UFDG, qu'on est en train de voir aujourd'hui combien de fois, malgré que Cellou est hors du pays, combien de fois il est aimé par les militants, combien de fois Cellou est soutenu par les autres partis politiques qui ont quand même témoigné cela lors de cet anniversaire à travers des discours qui ont été tenus, et que malgré qu'il soit hors du pays, il continue encore à être ce leader charismatique, ce grand leader. Donc ça fait peur, je vous l'ai dit. Donc c'est des dossiers, comme l'a dit Yaya, c'est des armes qu'on a contre ces politiques-là. À chaque fois qu'on voit que ils veulent se mettre encore dans le sphère politique et qu'ils veulent alimenter les débats autour d'eux et tout, on vient casser le rythme de ces politiques-là. Mais au sein du parti quand même, après tout ce que vous entendez là, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'il faut rappeler. Ça ne veut rien dire. Le dossier Air Guinée n'effraie pas, en tout cas, les militants et encore pas ceux qui sont du bureau politique de l'UFDG, parce qu'ils supposent que Cellou Dalein Diallo est propre. Ça, c'est un discours politique. C'est un discours politique. Peut le tenir. Non, mais tous autres trucs aujourd'hui, il y a des dossiers. S'il n'est pas en Guinée, ça veut sous-entendre tout simplement, ça dérange quelque part. Ça dérange quelque part. Justement, mais c'est que vous le dossier peut être vide, mais à un certain niveau, ça peut servir, ça peut être nuisible contre lui. Oui, justement, parce que c'est fait pour ça. C'est politique. Mais je vous dis qu'au sein du parti, ça ne veut absolument rien dire, parce qu'ils ont confiance en l'homme. Ils pensent qu'il n'a rien à voir avec Air Guinée. D'ailleurs, il a pris la parole plusieurs fois pour donner des détails par rapport à ça. Il a donné des indices par rapport à certains... Les détails là, ça c'était pour l'auditoire. Maintenant, c'est la commission qui vient l'entendre. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a dit dans les médias. Maintenant, si Cellou doit s'expliquer, c'est devant la commission d'enquête. Et s'il s'explique là-bas, si on
ne change rien dans ses propos, je crois que l'opinion sera encore une fois de plus édifiée davantage. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est un abattage politique ou bien que quelqu'un a une dent. Je le dis, que quelqu'un a une dent contre Cellou. Je le dis et Cellou, j'assume. on sait que Cellou a une peur. Voilà, on va s'écouter. Je le dis et j'assume. C'est carrément politique. Bien. Je pense que quand ils sont venus au pouvoir, à un moment donné, on n'a pas commencé avec l'affaire Erguiné, mais il a fallu toucher l'affaire Erguiné. Non, ils n'ont pas. Je n'ai pas dit que ça que ça n'a pas été soulevé. Mais après, il a fallu qu'on soulève l'affaire Erguiné pour dire que personne n'est épargné et qu'on allait toucher à tous les dossiers. Je crois qu'aujourd'hui, si on avait vraiment donné un cadre plus rassurant à ces politiques-là, ils pouvaient venir devant la justice et se défendre. Mais quand c'est politisé, quand la justice est inféodée, ça ne peut pas donner le courage à ces politiques-là de venir devant la justice et de dire leur version des faits. Bien. On a vu que Cellou avait des témoins. Il fallait aller vers ces témoins-là pour regrouper toutes les preuves nécessaires et maintenant, s'il faut maintenant l'envoyer vers la justice. Mais il a eu peur qu'il ne soit comme les autres déjà. Aujourd'hui, après 18, 19 mois, pour lesquels on ne trouve pas encore de preuves, mais qu'on continue à garder. Bien. Vous pouvez un peu vous projeter dans l'avenir, qu'est-ce qui pourrait arriver si un Cellou Dalein Diallo était gardé en prison et que quelque chose lui arrivait. Tous les grands hommes politiques ont fait la prison. Non, mais attention, le cas du jeune militant. Non, Mandela a fait de la prison. Attention, il était quand même, ce n'est pas tout le monde. Attention, Mandela était encore plus jeune. Attends, Mandela était plus jeune. Kassory n'est pas jeune. Non, attendez. Kassory n'est pas jeune. Mais on a vu l'autre qui est décédé en prison. Non, ils n'ont pas. Non, pas un argument. Non, c'est un bon argument. Non, tous les hommes politiques ont fait de la prison. La prison pour un homme politique, ce n'est qu'une étape. Attention, qu'on dise ou pas, c'est là ça la vérité. Ils n'ont pas le même poids politique. En plus, tu veux parler de qui? Alpha Condé a été incarcéré ici en République de Guinée. Alpha Condé n'avait pas le plus grand politique. Il n'avait pas l'âge de Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo n'est plus jeune. Non, je parle de poids politique. Le poids politique. Alpha Condé avait plus de poids politique quand on l'a mis en prison. Je dis, on pouvait, le jeune qui est décédé en prison là. Le jeune qui est décédé en prison. Tu as dit le jeune. Aujourd'hui, justement, lui qui est décédé en prison, ça pouvait être un autre politique, mais arrêtez. Et si cela tombait sur un Cellou Dalein Diallo, dans quoi allons-nous être aujourd'hui? Moi, je pense qu'il a bien fait. Nul n'est au-delà de la loi. C'est une justice à deux balles. Quand c'est une justice à deux balles qui continue de garder les politiques pendant 18 mois sans prison, c'est cette même justice que réclament les acteurs politiques. C'est cette même justice inféodée que les acteurs politiques réclament. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, mais après tout, si vous n'avez pas confiance à la justice, quittez le pays comme il a fait. Oui, mais après, ils sont sortis pour aller vers la justice de la CEDEAO. Toutes les fois, cette justice a montré ses limites. Si la justice vous le savez comme moi. Si la justice guinéenne est inféodée, pour la CEDEAO encore, c'est d'autant pire. La peur, aujourd'hui, la peur de Cellou Dalein Diallo, c'est une peur bien fondée. Bien. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord, mais dire qu'un acteur politique ne doit pas se retrouver en prison. Je ne l'ai jamais dit. C'est les manières de mettre les acteurs politiques. Pour terminer, non, mais ce qu'il faut dire, en quelques secondes. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait partie du destin de presque tous les hommes politiques. Mais la prison aussi n'est pas un passage obligé pour un homme politique. Je suis d'accord. En tout cas, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Mais dire dans des pays où on peut respecter le droit de l'homme, qu'un homme politique doit fuir la prison. Dans des pays où on peut respecter le droit de l'homme, je suis d'accord. C'est quand même bien de le rappeler. Vous me rappelez un peu Amadou Ahidjo. Le président Cameroun, mais sérieux, je ne vous comprends pas. Non, moi je l'ai très bien compris. Voilà. On va fermer ce dossier. Jour triste pour Ousmane Sow Djenab Diallo en quelques minutes, puisque notre invité prestige est déjà dans nos locaux. On parle de ce jeune qui a été victime d'un accident de train. C'est à cause à Kankarifo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que nous avons plusieurs versions. D'autres disaient qu'il était sous l'effet de l'alcool. Beaucoup de personnes reliaient des informations que nous ne comprenons pas. C'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à nous intéresser à ce dossier. Oui. Merci à Akila, puisque c'est lui qui a attiré notre attention. Oui. C'est un train qui broie les pieds d'un jeune à Koza, un jeune âgé seulement de 24 ans, du nom de Ousmane Sow, qui a été victime d'un accident ferroviaire. Et c'était le 10 novembre de ce mois. Donc, ces deux pieds ont été complètement broyés par le train. Je vais revenir un peu sur comment tout cela est arrivé.
Ousmane est un jeune chauffeur de taxi-moto. Donc, ce vendredi 10 novembre, il est allé voir un match de ses amis. C'est au niveau de Kankarefour, la route qui longe, qui va vers le château, la route qu'on appelle Bamamadou. Donc, pour quelqu'un qui connaît la transversale château Kankarefour. Merci beaucoup. C'est sur cette transversale. Donc, Ousmane est venu là. Pour quelqu'un qui connaît bien l'endroit, la personne sait que derrière le camp Alfaya et Diallo, il y a beaucoup de terrains de jeu. C'est là que viennent souvent les jeunes, soit le matin un peu plus tôt ou le soir, le soir vers 16h pour jouer au foot. Donc, Ousmane est venu, pas en tant que joueur, mais pour regarder le match de ses amis. Donc, de 16h à 18h30, ils étaient là. C'est vers 18h, quand il y a eu l'appel à la prière, Ousmane et ses amis... Si la réalisation pouvait nous faire voir les images, ça allait beaucoup nous aider. Oui, vas-y. Ousmane et ses amis ont décidé de quitter les lieux. Mais Ousmane, lui, voulait aller vers une mosquée plus proche pour faire sa prière de 19h. Donc, après tous ses amis qui ont traversé les rails, Ousmane aussi se précipitait pour aller de l'autre côté avant que le train ne passe. Il n'a pas pu attendre le passage du train avant de rejoindre l'autre côté. Donc, c'est en sautant les rails pour aller de l'autre côté. Je ne sais pas exactement parce que jusqu'au moment où je vous parle, même lui a du mal à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tombe sur les rails. Il est venu, il a trébuché. Ça, quand même. Il a trébuché. Ousmane, selon lui-même ses explications dans la vidéo que j'ai suivie, et selon ses parents, il ne boit pas, il ne fume pas. Mais même à voir le jeune, même à voir son visage, ses yeux, on sent que c'est pas un jeune alcoolique. Et que, oui, je le dis. Tu es en train de faire l'avocat du diable, non, je ne fais... Attention, presque, je veux vous le dire. Attendez. Non, tu es en train de faire l'avocat du diable. En tout cas, je me rappelle de la musique d'Aboula qu'on fait une à la meilleure à Tossalima. Non. Écoutez. Si c'était aussi le cas, parce que non, c'est normal que vous soulevez toutes ces questions-là. Moi, je vous comprends. Ça me pousse de plus à vous dire les informations que j'ai reçues. Je dis, j'ai eu à entretenir d'autres jeunes mototaxis de la localité jusqu'au château Kankarefour pour savoir un peu plus de l'homme. Ce matin, celui qui m'a amené, j'ai eu à discuter avec lui puisque je suis venue en moto. Je lui ai demandé, est-ce que tu connaissais ce jeune? Il m'a dit oui, je le connaissais bien. C'est un jeune qui se bat tant bien que mal pour gagner sa vie. Un jeune de 24 ans, très jeune, qui fait non seulement du taxi moto, mais du taxi auto. Donc, c'est un jeune qui se bat bien. Il m'a dit certains dessous que je préfère taire, mais pas sur la personne du jeune. À la veille, le jeune avait accidenté un autre jeune. Je pense à qui il a... On se retrouve en Afrique, là. Oui, justement. C'est pourquoi j'ai dit que je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet. Bien. Je préfère rester sur les faits qui sont avérés, des faits plus plausibles. Donc, je crois que Ousmane, c'est un gars qui ne boit pas, qui ne fume pas, selon en tout cas les explications qu'il a données et celles de sa famille. Parce qu'il a dit que beaucoup pourraient penser que je bois ou que je fume. Il dit que ça n'a rien à voir. Parce que vous savez que j'ai vu beaucoup de gens qui se précipitent à passer pendant que le train est très proche. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Ousmane. Parce que tous ses amis sont passés. Il voulait aussi aller de l'autre côté. Laissez-moi demander à la réalisation du côté de Michel. Je l'ai laissé un message, mais je pense que ça ne va pas du côté de la bannière. Hein. Michel, du côté, si Michel nous reçoit de ce côté, au niveau de la bannière, il y a un petit souci. Et je pense qu'il a déjà compris. Oui, vas-y. Vous regardez bien les dents d'Ousmane pour quelqu'un qui boit. Vous regardez bien ses dents pour quelqu'un qui boit, qui fume. Je pense que ça pourrait pas être comme ça. Donc... Mais j'ai des lèvres comme ça, mais je ne bois pas. Non. Bah ouais. Mais arrête. Non mais sérieux. Je ne le dis pas pour regarde mes lèvres. Je ne mets pas de rouge en lèvres. C'est un exemple palpable. Quand même rose. Je ne parle pas de ça. Ce que j'ai voulu dire, que Ousmane s'est précipité. Le train était très proche. L'allure avec laquelle il est venu, il s'est heurté. Il passait et puis le train était venu. Information officielle. Le train vient, le train le cogne et puis il est sous les wagons. Ses deux pieds sont coupés, il reste sous le wagon.
ses amis criaient de partout pour lui dire « baisse la tête, couche-toi ». Parce qu'il pouvait en mourir. À vouloir faire certains mouvements, ça pouvait lui taper la tête, le train pouvait marcher sur une autre partie de son corps. Donc Ousmane est resté là. Le gars là, c'est un héros. C'est un héros, je vous le dis. C'est un héros de guerre. Écoutez, pour quand même un soulard, ça serait difficile pour lui. Sors de ce débat. D'accord. Soulard ou pas, sors de ce débat. Ah non, puisque beaucoup pensent que si c'est comme ça. Tu fais l'avocat du diable. Non mais arrêtez, je ne le fais pas. Les soulards sont expérimentés. Allez, on a notre invité qui nous attend. On va te laisser relater les faits. Mais l'avocat du diable. Oui, mais attends, mais si vous me laissez aller, on n'allait pas rester sur ça. Tu dis qu'il n'est pas un soulard. Je dis s'il l'était. On préfère Maquisard. Attends, vous pouvez m'écouter. On préfère Maquisard, hein? Non, j'ai reçu les informations que j'ai reçues, je les relate. Bien. Je dis s'il l'était, il allait avoir peut-être du mal à tenir pendant que tous ces wagons-là passaient jusqu'à ce que le train finisse. Donc c'est après ça que ses amis sont venus le prendre et prendre les 2 pieds, les mettre dans un sac. Voilà. Il a été directement transporté à l'hôpital. De l'hôpital, ça a été un peu difficile parce que avant l'arrivée de ses parents, il fallait qu'on lui fasse les premiers soins. C'est ce qui a été fait et c'est vers 1h du matin, 4h du matin que l'opération a été faite. Vous voyez ses pieds, donc c'est après juste le genou. Il y a un pied d'ailleurs qui est un peu plus long que l'autre. Donc il a reçu les soins nécessaires. Il est sorti du bloc. Mais ce qu'il faut dire que quand même la société CBK n'est pas venue parce que cette société a un partenariat avec une société qui surveille les rails qu'on appelle l'Aguipresse. Donc l'Aguipresse a été tout de suite le même jour alerté. L'Aguipresse c'était un vendredi, c'était le week-end, qui n'est venu que lundi. Sur les lieux. Donc lundi déjà, il y avait des... Est-ce qu'il a bénéficié d'une prise en charge? Pas de prise en charge, justement. Jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure, mais d'une assistance. Parce que l'Aguipresse dit qu'ils ne peuvent pas prendre... que chez eux, il n'y a pas une prise en charge, mais il y a une assistance. Mais jusqu'aujourd'hui, après 2 fois de passage pour voir l'état du jeune et régler certaines factures, aucune autre assistance n'a été faite. Mais quand on appelle, en tout cas, le représentant de la société, personne ne répond jusqu'au moment où je vous parle. Il y a en tout cas un numéro SOS qui a été donné. Oui, on en viendra peut-être à la fin de l'émission. Donc, pour notre rétablissement, à Ousmane So, qui se tord de douleur, il faut le dire, qui se tord de douleur. Aujourd'hui, il ne mange pas. Il mange pas, il dort pas. C'est vraiment très très difficile. Nous partageons sa peine. On en rit, on fait tout, mais nous savons qu'il a passé des moments très difficiles. Tout à l'heure, nous parlons de politique avec notre invité prestige, Dr Faya Milimono. Il est le président du Bloc libéral. Nous serons avec lui. Gardez votre confort d'écoute. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.
Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Dernière partie de cette émission, le scanner. Vous le savez déjà, vous êtes sur la 89.5 en bande FM. Vous êtes sur Kavi TV si vous nous regardez sur le canal 500 du bouquet Star Time. Nous avons déjà notre invité sur ce plateau, dans ce studio avec nous, Dr Faya Milimono. Il est le président du bloc libéral. Avec lui, nous parlerons de l'actualité politique en général, des sujets brûlants de l'actualité politique. Monsieur Milimono, bonjour. Bonjour M. Camara et bonjour aux deux Diallo. Aux deux Diallo, allez, ça se dit. Merci d'accepter notre invitation puisque nous parlons d'actualité politique aujourd'hui marquée par ce blocus entre des acteurs politiques. Aujourd'hui, le CNRD a du mal à réunir tous les acteurs politiques pour parler de transition, des différentes étapes. Aujourd'hui, comment vous percevez toute cette atmosphère au sein de la classe politique, une classe politique encore divisé, si on peut l'appeler comme ça. De l'autre côté, les forces vives, et d'un côté, vous qui avez accepté le dialogue. Écoutez, vous savez, quand on est acteur politique en Guinée, on ne se sent pas toujours à l'aise, parce que j'ai fait beaucoup de pays à travers le monde, même dans la sous-région, mais il est beaucoup plus difficile de faire la politique en Guinée. Je le dis, je l'ai dit devant plusieurs micros et sur votre plateau, je peux aussi le dire que si vous enlevez les problèmes dont la source est la politique dans notre pays, il ne restera pas grand-chose. Je crois que lorsque nous nous sommes retrouvés bloqués, parce qu'il faut rappeler que le pays était bloqué avant l'arrivée du CNRD, le pays était bloqué. Je me rappelle encore des amis qui étaient en prison, les Etienne Soropogui, les Ousmane Diallo, Ousmane Gawal, Céluc Baldé, etc., que j'allais rendre visite à la maison centrale. Le pays était bloqué parce que les frontières étaient fermées. Le pays était bloqué parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Alors, à l'époque, nous nous sommes battus comme on a pu, mais alors les choses étaient ce qu'elles étaient. Ça a été un peu comme une libération. Moi, dès que les militaires sont arrivés, il y a eu un ouf de soulagement. On s'est dit, écoutez, parmi ceux qui arrivent, ils sont novices en politique. C'est des gens qui ont vu le pays descendre aux enfers. Ils ont pris leurs responsabilités. Venons autour d'eux, apportons-leur les conseils qu'on peut leur apporter pour encadrer cette période transitoire vers une réussite. Parce que, rappelons-nous des années 2008, 2009, 2010, on est parti de drame à drame. C'est ce que nous vivons aujourd'hui encore, n'est-ce pas, sous le CNRD. Sous le CNRD, avec le jugement pour les crimes du 28 septembre, etc., etc. Pour moi, c'est des choses qu'il fallait travailler à ne plus faire que ça se répète dans notre pays. Alors, mais j'avoue que on ne s'est pas compris dès le début. On ne s'est pas compris parce que très vite, on a mélangé les choses. Pour certains, il fallait que tous les problèmes, qu'ils soient juridiques ou politiques, soient traités ensemble. J'ai dit non. C'était au moment où, personnellement, j'étais poursuivi aussi. Je me rappelle, lorsque je me rendais en Haute-Guinée,
C'est en Haute-Guinée que j'étais lorsque mon avocat m'a appelé pour me dire ta comparution c'est pour tel jour. J'ai demandé à l'avocat s'il pouvait demander au juge de me donner ne serait-ce qu'une petite semaine. Je me mettrai à sa disposition. Pendant 1 mois et demi, j'ai comparu avec 13 membres de mon bureau politique à Kaloum. Nous n'avons pas cherché à mélanger ce problème-là. On avait l'argument. Écoutez, on a été arrêté, c'était parce qu'on faisait le sitting au Palais du Peuple pour demander aux députés qui étaient périmés, dont le mandat était périmé, de sortir de là. C'est à cause de ça qu'on avait été arrêté, c'est à cause de ça qu'on avait été inculpé. On avait l'argument. On pouvait venir vers nos amis de la presse, monter au créneau, dénoncer tout ça. Mais on s'est dit, écoute, ça ne résout aucun problème. La personne qu'on avait à convaincre, ce n'est pas le peuple de Guinée, c'est le juge. Heureusement, nous l'avons convaincu. Je crois que ce qui nous a amené à tout ça, c'est ce mélange-là, malheureusement. Et nous qui avons choisi, moi en tant que président du Bloc libéral, en tant que coordinateur de la CPR, le choix que nous avons fait d'être là, ne pas le laisser compter l'histoire, je crois qu'on a fait un excellent choix que nous assumons. Vous comprenez? Bien. Donc, c'est un peu cela. Dans notre pays, la politique, il y a trop de petites choses dedans. Des accusations inutiles. C'est pourquoi nous avons décidé de suivre notre propre chemin, désormais, et éviter au maximum d'apporter des problèmes à ce pays que des solutions. Bien. Voilà. Oui, Yaya Diallo. Docteur, à vous entendre aujourd'hui, est-ce que le problème c'est la politique ou les acteurs politiques dans notre pays? C'est les acteurs politiques. Ils n'ont pas tellement changé. Ils sont à peu près les mêmes. Vous comprenez? Le problème de la politique dans notre pays, c'est qu'on trouve moins d'acteurs politiques, des gens qui sont venus à la politique par des convictions. C'est soit parce qu'ils ont exercé longtemps en tant qu'administrateurs, ils se sont découverts, n'est-ce pas, les qualités de leader. Alors, ceux qui ont fait la politique parce qu'ils y ont cru, ils sont très peu nombreux. Dans les années 90, quand on faisait la politique ici devant le général Lansana Conté, ceux qui sont là aujourd'hui, qui étaient de ceux-là, ils se comptent au bout du doigt. Vous comprenez? Je compte mon jeune frère Ousmane Gawal, qui était le numéro 2 du bureau de la jeunesse du PGP, que je dirigeais. Baouri, qui dirigeait à l'époque l'UFD. Ils se comptent au bout du doigt. Alors c'est ça le grand problème dans notre pays. C'est des administrateurs publics devenus politiques et qui, ce sont deux schémas complètement différents à mon avis. Bien. Alors docteur, dans la conférence de fêtières, dans la conférence des acteurs politiques des fêtières de la société civile, dans laquelle vous siégez avec Lansana Kouyaté, Bahouri, vous aviez adressé une lettre au président de la République, dans laquelle lettre vous aviez mentionné vos préoccupations concernant la conduite de la transition. Oui. Est-ce qu'à date, vous avez reçu une lettre-réponse vous satisfaisante en ce sens? Écoutez, lorsqu'on s'adresse à une autorité, il y a deux façons de recevoir la réponse. Soit on s'assoit, on dit bon, on accuse de réception, etc., etc., on vous répond, ou alors on pose des actes qui vont dans le sens, n'est-ce pas, d'apaiser vos soucis. Ce que nous avions constaté, c'est qu'on n'avait pas de lisibilité quant à un certain nombre de choses. Il y a des choses, c'est encore vrai aujourd'hui, parce que nous avons fait un débat d'orientation constitutionnelle. Nous pensions qu'avant la fin de cette année 2023, on devait avoir ne serait-ce que l'avant-projet de constitution, parce que ça va susciter un autre débat. Et ce débat-là, je l'envisionne encore plus complexe que celui que nous avons eu pour orienter, n'est-ce pas, les conseillers du CNT. Alors, le fait que nous n'ayons pas jusqu'à présent l'avant-projet de constitution, ça nous fait un souci.
Ça nous fait un souci parce que c'est sur la base de cette constitution-là que les textes organiques nécessaires vont être élaborés pour encadrer le processus électoral. D'abord, le référendum qu'on attend, et celui-là se fera, n'est-ce pas, sur la base d'un fichier électoral. Et ce fichier électoral ne sera obtenu qu'à la suite, n'est-ce pas, des recensements administratifs à vocation d'état civil. Alors, ce sont des questions qui sont importantes. Il y a la question du budget. L'évaluation qui avait été faite, on avait des soucis par rapport à cela. Parce qu'on est parti des hypothèses, parmi lesquelles une hypothèse disait par exemple que, et si le nombre de députés passait de 114 à 150, de 150 à 200, de 200 à 300. Vous comprenez? Parce que souvent, dans les médias, ce que nous entendions les journalistes dire, le budget, il est trop grand, 600 millions. Oui, 600 millions, dans le détail, c'était dû à ces hypothèses-là. Parce qu'on prenait souvent les bornes supérieures. Vous comprenez? Il y avait une autre hypothèse qui disait, et si, en plus des élections à l'intérieur du pays, on faisait voter les Guinéens qui sont dans 25 ambassades ou consulats, ben, ça passait du simple au double, le budget. Si ça part de 25 consulats et ambassades ou à 35, ça passait encore du simple au double. Alors, donc, c'est tout cela que nous voudrions avoir la clarté, parce que, après tout, il faut que l'argent soit sur la table. Nous avons aussi questionné naturellement la position de la CEDEAO, parce que, encore une fois, la CEDEAO a des instruments en pareille circonstance de venir en aide à des pays en difficulté pour trouver des financements nécessaires. C'est ce que nous ne voyons pas également pointé à l'horizon. Et donc, nous avons écrit, il y a eu des communications téléphoniques avec certains responsables, etc., etc., ce qui nous a donné l'impression qu'ils se soucient quand même de ce que nous avons eu à exprimer comme souci. Voilà. Oui, oui. Alors, puisqu'on parle de la marche de la transition, vous avez tout de suite, Yaya a parlé tout de suite de cette lettre que vous avez adressée au président de la République. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de vos collègues parlent des velléités du gouvernement CNRD à vouloir prolonger le chronogramme de la transition. Vous, dans une sortie récente, la semaine dernière d'ailleurs, vous avez dit ceci: pour gagner le pari, il faudra éviter de bâcler le processus transitoire. Pour qu'elle soit la dernière transition, il ne faut pas qu'on s'inscrive encore dans la voie de la précipitation où les choses ne sont pas bien pensées, bien installées. Donc ceci veut dire que si vous, on prolongez aujourd'hui la transition, si c'est dans l'intérêt que les choses se passent bien, genre les élections se tiennent comme il le faut, vous êtes d'accord qu'on prolonge cette transition? Écoutez, je ne suis pas là d'abord pour dire on va prolonger. Ce que je sais, c'est que nous étions en train, et vous étiez sous vos yeux d'ailleurs, en train de discuter entre acteurs politiques et sociaux du délai que devait prendre cette période transitoire. C'est en ce moment-là, je crois que l'hypothèse qui était sur la table, qui était sur le point d'être adoptée, c'était les 36 mois. On se rappelle de cette période. Oui. Alors, soudain, nous avons vu la solution magique apportée par la CEDEAO. Et le gouvernement d'un côté, le CNRD de l'autre, ont mordu à la part. Heureusement qu'ils ont appelé leur accord un accord dynamique. Parce qu'encore une fois, un an dans la vie d'une nation, ce n'est rien. En 2008, c'est cette précipitation qui a fait qu'on n'a pas réfléchi sérieusement aux vrais enjeux de ce pays. 11 ans après, nous sommes à la case départ. Vous comprenez? En 2008, lorsque certains acteurs criaient pour dire ne commençons pas les élections par les présidentielles, il y en a qui voulaient être tout de suite dans le fauteuil présidentiel et nous faire croire qu'ils seraient les enfants de cœur et que tout ce qui allait être retenu par l'ensemble des acteurs, ça allait rouler. Ça n'a pas été le cas. Vous vous rappelez? Lorsqu'on a eu le président Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est passé après? Pour organiser les élections législatives,
Ça nous a pris 3 ans ici. Il y a eu plus de 60 morts dans les manifestations avant que ces élections législatives ne soient organisées. Les élections locales, elles n'ont eu lieu que 8 ans après. Au moment où, lorsque le professeur Alpha Condé arrivait, le mandat était déjà expiré. On a attendu 8 ans. Et vous avez été témoin que ces élections que nous avons commencées en 2008 ne se sont jamais terminées. Parce que ce sont ces élections qui devaient nous permettre d'avoir les conseils régionaux. Nous ne les avons jamais eus. Ce sont ces élections qui devaient nous donner des conseils de quartier et de district. On n'a jamais eu, etc., etc. Et on sait la cacophonie dans laquelle on a installé les conseils communaux. Alors, cette fois-ci, nous nous sommes dit, en tout cas, mon parti, l'ACPR à laquelle mon parti appartient, nous nous sommes dit, la précipitation sera contre les intérêts de ce pays. Prenons le temps, faisons bien les choses, parce qu'encore une fois, il faut insister sur le fait que 65 ans nous sommes indépendants, nous ne savons pas encore en Guinée qui est né quand, où, de quel papa ou de quelle maman. Vous pouvez aujourd'hui vous cloner 2, 3, 4 fois. Vous comprenez? Nous sommes dans une société moderne. La science peut nous permettre de faire des choses bien. C'est pour cette raison que je soutiens, n'est-ce pas, ce recensement général, ce recensement administratif à vocation d'état civil qui va affecter un numéro unique, un identifiant unique à chaque Guinéen. Et si on peut aller plus loin, affecter une adresse physique à chaque Guinéen. Parce que tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, on protège les populations. Comment on peut protéger une population dont on ne sait pas où elle se trouve? Monsieur Diallo est là. Je lui demande, chez lui, ça va lui prendre une brochure pour m'expliquer comment se rendre chez lui. Et nous sommes, n'est-ce pas, en 2023. Au 21e. C'est des choses qui ne se comprennent pas. Et du point de vue de la fiscalité et du point de vue de la sécurité des Guinéens, la manière dont nous vivons aujourd'hui ne peut pas nous permettre de délivrer, n'est-ce pas, les services que nous promettons au peuple de Guinée. C'est pour cette raison que je dis, cette fois-ci, faisons des choses correctement. Si ce recensement-là est une réussite, on peut extraire le fichier électoral dedans. Vous savez ce que le fichier électoral a été comme enjeu dans ce pays. Les dernières élections, on nous avait présenté un fichier de 8,5 millions d'électeurs pour une population de 12 millions d'habitants. Ça, c'est un ratio qui n'existe nulle part dans le monde. Comment est-ce que la CEDEAO est venue assainir ça? On a pris la scie, on a coupé. Comment on a coupé? Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas... Il y a eu le cas le plus emblématique a été celui de Madame Makale Camara, qui était candidate elle-même. Elle n'a pas pu voter pour elle-même. Vous comprenez? Tout cela, c'est de nature à nous mettre les uns face aux autres. C'est de nature à causer de la violence. Faisons des choses comme ça se doit et tournons définitivement la page de cette instabilité. Chaque 10 ans ou chaque 20 ans, les militaires interviennent dans le champ politique. Ce n'est pas normal. Bien. Parlons vous parlez de l'identification. Ce processus-là, c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Pas pour 3 mois, je sais que ça peut peut-être aller jusqu'à 1 année. En tout cas, un appel d'offres a été lancé dans ce sens la semaine passée. Ceci dit qu'on ne pourra pas respecter le chronogramme, à vous entendre, tout simplement. Écoutez, pour moi, le jour que les 24 mois vont finir, parce qu'on est d'abord en train de travailler à choses... les préalables comptent, docteur. Oui, d'accord. Quand on regarde les préalables, on se dit que ce n'est pas possible. Je suis d'accord. Je suis d'accord et c'est pour cette raison que ce débat a commencé dès maintenant. Pour moi, tant que le gouvernement et le CNRD qui ont dit nous allons négocier au moment où les acteurs politiques et sociaux étaient en train, connaissant les réalités de leur pays, de déterminer en combien de temps cette période transitoire devait durer, c'est à eux d'abord d'assumer et nous dire oui, on s'était trompé. Vous comprenez? Comme ça, on verra qu'est-ce qui pourra être fait après. Pour l'instant, tant aussi longtemps que le gouvernement, le CNRD ne nous disent pas, nous n'avons pas le temps pour faire tout ce qu'on a prévu de faire en 24 mois. Pour moi, il n'y a pas encore de débat. Donc, nous devons alors, si le débat s'est posé, permets-moi, nous devons déduire
que le CNRD est pour le moment sur la bonne voie? Déduire carrément. Écoutez, il y a un ensemble de choses qui sont en train de se faire. Le recensement général de la population et de l'habitat est en train de se faire, parce que ça, c'est un processus, c'est invisible pour la plupart du temps. Hein. Le comptage des populations, ça ne se fait qu'en 15 ou au plus 21 jours. Donc, lorsque tous les tests seront faits, on arrivera à cela. Hein, le recensement général de la population et de l'habitat. Je crois que si nous avons tous les médias qui se mobilisent pour sensibiliser les populations à aller, n'est-ce pas, dans leur quartier, dans leur district, pour se faire recenser, je crois que ça peut prendre moins de temps que l'on est en train de penser aujourd'hui. Ça dépend du nombre de machines qu'on aura. Ça dépend du nombre de personnes qu'on va mobiliser pour cela, etc., etc. Surtout quand c'est bien fait, moi je me dis, on aura économisé énormément de l'argent à ce pays dans le futur. Oui, on écoutait ici un des responsables du PDN qui nous disait ici, si les 24 mois ne sont pas respectés, c'est que le CNRD l'aura voulu. Et que pour eux, aucune excuse ne pouvait justifier justement un tel glissement. Est-ce que c'est le cas chez vous, docteur? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas chez nous. Non, parce qu'il faut être honnête avec soi. Mon parti, lorsqu'il a été demandé aux acteurs politiques, sociaux, chacun dans son entité, d'aller étudier tous les éléments de l'agenda et essayer d'affecter un temps qu'il faut, un temps convenable. Parce que quelle est l'importance de se précipiter à aller dans une élection quand on sait qu'après, on va revenir à la case départ? Vous comprenez? Nous avions dit 36 mois étaient indispensables pour y arriver. Vous y tenez? Écoutez, pour l'instant, le CNRD et le gouvernement se sont entendus avec... nous souhaitons que le calendrier ou le chronogramme dont ils ont pu obtenir de leurs négociations puisse être respecté. Mais si ce n'est pas respecté, encore une fois, c'est-à-dire pour ce qui nous concerne, on aura compris que, au regard de tous les problèmes auxquels le pays est confronté, on ne pouvait pas, sans bâcler les choses, faire en 24 mois cette période transitoire. La question de financement de ces 10 points-là, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui la Guinée a déjà les moyens qu'il faut pour aller vers les 10 points déjà du chronogramme? L'exécution, je veux dire. Je ne crois pas que l'argent nécessaire soit déjà là, disponible. Mais je crois que les efforts doivent continuer et il faut continuer l'interpellation, n'est-ce pas, des autorités de la CEDEAO à faire leur devoir